Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Pour l'amour de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir. Les mots de Joe Biden au sujet de Vladimir Poutine. Mais cet homme, pour l'instant, il est au pouvoir, il s'y est maintenu et c'est l'un des mystères, l'une des énigmes dans la vie des dictateurs. Comment font-ils non seulement pour accéder au pouvoir, mais surtout pour s'y maintenir, défiant toutes les lois de la science politique, en apparence en tout cas, et pour un esprit démocrate. Nous sommes en duplex avec Pierre Grosser. Bonjour Pierre Grosser. Bonjour. Vous êtes historien spécialiste des relations internationales, membre du Centre d'histoire de Sciences Po. On vous doit notamment traiter avec le diable les vrais enjeux de la diplomatie au XXIe siècle. Et on voit bien qu'avec Poutine, il s'agit aujourd'hui de traiter avec le diable. Et pourquoi la Seconde Guerre mondiale? Chez Archipoche, ici, dans ce studio, Antoine Vitkin, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, réalisateur de documentaires. Et alors, vous avez consacré différents documentaires à des dictateurs. Kadhafi, mort ou vif, le président et le dictateur, Bachar, moi ou le chaos, MBS, le prince d'Arabie, et puis enfin, bien sûr, La vengeance de Poutine. Cela a été diffusé dimanche dernier sur France 5 et c'est en replay, autrement dit, on peut le revoir pendant 2 mois. Antoine Vitkin, vous qui vous êtes beaucoup intéressé à Vladimir Poutine, est-ce que celui-ci a changé? Est-ce que celui qui, au départ, pouvait apparaître, je ne sais pas, comme un chef d'État autoritaire, enfin, je vais vous laisser le qualifier, est-ce seulement sur la dernière période qu'il est apparu comme étant véritablement un dictateur sanguinaire? C'est une question compliquée. Les dictateurs, comme tous les individus, évoluent. Chaque être humain n'est pas le même dans ses idées, dans ses actions, au début de sa vie qu'à la fin de sa vie. Le pouvoir absolu, évidemment, fige et renforce dans des certitudes, voire radicalise. Dans le cas de Poutine, ça a été assez bien décrit. Il s'est isolé pour un certain nombre de raisons, mais aussi parce que il s'est débarrassé au fil des ans des voix discordantes avec lesquelles il gouvernait. Il s'est débarrassé des libéraux, par exemple, ou de gens plus modérés. Et donc tous ces phénomènes, je ne veux pas faire de grandes théories, mais tous ces phénomènes font que, évidemment, ça ne porte pas à l'ouverture et surtout à l'intégration de l'altérité ou d'idées divergentes. Ceci dit, on pourrait vous dire que Vladimir Poutine est issu de sa formation au KGB, au cœur de la guerre froide, qu'il est arrivé au pouvoir en 1999 par la guerre, en Tchétchénie, guerre brutale, par des faux attentats à Moscou, et que donc le ver était dans le fruit, et qu'il n'a jamais foncièrement dévié de ce qui est, je crois, le cœur de son idéologie, qui est un revanchisme, un révisionnisme historique et la volonté de perpétuer ce qu'a été l'Union soviétique, selon lui illégitimement vaincue par l'Occident. Donc voilà, c'est une réponse à double sens. Par ailleurs, on l'observe en l'écoutant, en tout cas du point de vue de son expression, parce que le problème des dictateurs, c'est qu'il faut les prendre au mot, il faut considérer comme finalement tout homme politique qu'ils sont, non seulement leurs actions, mais aussi leurs mots. Et ces mots ont évidemment changé. Ces mots n'étaient pas exactement les mêmes, notamment vis-à-vis des démocraties occidentales, voire de l'Ukraine dans les années 2000, que dans les années écoulées. Donc voilà, il a, oui, pour répondre clairement, oui, il s'est certainement un peu radicalisé. Pierre Grosser, il y a d'ordinaire une sorte de contrat social entre certains dictateurs et leur peuple. Ce contrat social, c'est grosso modo, on vous assure une certaine forme de prospérité matérielle, de sécurité. Je ne sais pas très bien ce qu'est la sécurité en dictature, mais en tout cas, eux prétendent l'offrir à leur peuple. En contrepartie de quoi vous ne vous intéressez pas à la politique? Est-ce que ça, c'est l'une des clés de la solidité des dictatures? Oui, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Alors, quand on parle de sécurité, ça peut être la sécurité matérielle qu'il ne faut pas exagérer. On a souvent dit que Hitler avait fait des miracles économiques et sociaux et donc la population était assez enthousiaste parce qu'il avait sorti le pays de la crise. Il faut voir que le niveau de vie n'a quand même pas énormément augmenté dans les années 30.
Après, il y a une forme de sécurité qui est de poursuivre justement tout ce qui est, je veux dire, les voyous, les gens un peu différents, tous ceux dont on voudrait se débarrasser un peu. Et on s'aperçoit dans toutes les dictatures, et notamment dans celle des années 30, mais ailleurs aussi, où finalement l'ordre est quelque chose qui arrive d'en bas, avec souvent d'ailleurs des lettres de dénonciation, ce qui est toujours assez fascinant à étudier, parce qu'il y a effectivement cette demande d'ordre, cette demande de prévisibilité. Donc tous les gens qui pourraient un peu menacer, que ce soit d'un point de vue intellectuel d'ailleurs, parfois, et d'un point de vue physique, eh bien, c'est des gens qui sont dénoncés, éliminés, mis au banc de la société, parfois même enfermés, voire exterminés. On connaît quand même, hélas, des exemples, pour avoir cette espèce de prévisibilité et de sécurité. C'est ce qui peut faire durer. Hein. On parle de la Russie et de l'Union soviétique. Il y a une certaine nostalgie à l'égard de l'Union soviétique, parce que finalement, dans les années 70, on avait, par rapport aux années de la Seconde Guerre mondiale, et même par rapport au délire stalinien, on avait retrouvé une espèce de stabilité, de prévisibilité. Et donc, c'est ce qu'on a appelé un peu le contrat social. On a eu la même chose aussi en Hongrie ou en RDA. Le seul problème, c'est que ça s'est fait à crédit. Et donc, au bout d'un moment, ces régimes n'ont plus pu assurer ce type de stabilité économique et sociale. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, pour reprendre, vous évoquiez Hitler, Pierre Grosser. Alors, il ne faudrait surtout pas mythifier le rétablissement économique de l'Allemagne, mais un historien allemand comme Goetzali a expliqué comment Hitler avait acheté les Allemands et comment finalement son régime ne pouvait tenir que sur le pillage, puisque sur le plan productif, sur le plan managérial, contrairement à ce qui a pu être dit, le nazisme était une catastrophe. Il ne tenait que sur le pillage et sur la redistribution des fruits de ce pillage, mais ce qui a pu peut-être anesthésier certains Allemands. Est-ce que vous diriez les choses ainsi ? Alors oui, Goetzali est extrêmement intéressant, mais bon, il ne faut pas non plus exagérer le fait que l'économie allemande ne s'est fondée que sur le pillage de l'Europe. Bien sûr, c'est quelque chose qui a joué, et ce qui a permis au moins jusqu'à 1943 de donner l'illusion, en tout cas aux Allemands sur le front, et surtout aux Allemandes qui étaient restées à l'allié, qu'on n'était pas vraiment rentré dans une guerre totale. Alors là, c'est un autre élément, c'est plutôt, me semble-t-il, et qu'on retrouve dans beaucoup de dictateurs aujourd'hui, c'est la possibilité de laisser les proches, de laisser parfois la famille. Alors pour Hitler, c'était pas la famille, mais de laisser les proches, de laisser un certain nombre d'élites locales, de gens d'un parti quand il y a un parti, en fait, se servir, piller quand on peut piller, voire s'asseoir sur des ressources naturelles. Alors c'est pas tout à fait le même type de pillage, il y a un aspect un peu plus légal, mais finalement de jouer sur le clientélisme et la redistribution pour s'assurer la fidélité d'un certain nombre d'élites. Et par exemple, on sait très bien qu'une des raisons pour lesquelles Bachar el-Assad a eu des soutiens du côté des sunnites en Syrie, c'est parce qu'il s'était, dans les années 2000, associé, d'ailleurs sa femme en fait partie, à des grandes familles bourgeoises sunnites qui ont fait des affaires en Syrie. Et donc évidemment tout ça permet finalement de faire durer des dictatures par l'intérêt, pour être, voire parfois, même pas par l'intérêt, c'est aussi par la volonté d'en avoir toujours plus. Qu'en pensez-vous, Antoine Wittkin ? Parce que ce qui est étonnant, c'est que sur le plan économique, on ne peut pas accuser Vladimir Poutine d'avoir eu trop de succès. Sur le plan de la corruption, en revanche, le niveau est assez élevé. Pourquoi les Russes, finalement, ont-ils pu considérer, certains d'entre eux en tout cas, que Poutine apportait une certaine stabilité, une certaine forme de sécurité ? Alors, bon, évidemment, les comparaisons historiques ont toutes les limites qu'on connaît, mais ces précautions prises, effectivement, la comparaison que Pierre Grosser a esquissée avec ce qui est pour nous le totalitarisme absolu, donc le canevas, le point de référence, c'est-à-dire le nazisme, avec la Russie, est intéressant pour un certain nombre de raisons. Dans les deux cas, et on peut sans doute l'extrapoler à la relation assez particulière qui lie un dictateur à sa population, dans les deux cas, il y a, dans un premier temps, une offre, une promesse de stabilité, de stabilité dans des mondes chaotiques,
dans le cas du Troisième Reich, on sortait de la défaite de 1918 et surtout d'un bouleversement de l'ordre socio-économique et politique d'ailleurs, avec l'introduction de la démocratie très important, suivi d'une crise économique qui a totalement déstabilisé la société allemande. Dans le cas russe, on sortait des années 90, qui là aussi ont vu l'effondrement d'un système qui n'était pas seulement un système économico-politique, mais qui était aussi pour les Russes un système de représentation dans lequel ils avaient leurs habitudes, leur mode de vie tout simplement. Donc le monde russe s'est bouleversé dans les années 90 avec des phénomènes qui sont bien connus de prédation des richesses. Moscou, c'était le Far West. On pouvait se prendre une balle dans la rue. Et donc, dans ces deux cas, le tyran offre à la population une forme de stabilité, de sécurité et de promesse de prospérité individuelle. Ça veut dire que vous pourrez mener vos petites vies dans votre coin. Et c'est valable dans les deux cas. Donc c'est ça, effectivement, le contrat social qui a lié Poutine et les Russes. Ce qui est intéressant, ce que je relève, alors ça va peut-être faire bondir des spécialistes de la Russie qui ne seraient pas d'accord avec moi, mais c'est ce que j'observe, c'est pour un pays, la Russie et l'Union soviétique précédemment, qu'on sait avoir eu un mépris souverain pour la vie humaine et donc connu des répressions sanglantes, des guerres dans lesquelles on envoyait des dizaines de milliers de soldats dans des batailles se faire tuer sur des champs de mines ou face aux troupes allemandes dans le cas de la Seconde Guerre mondiale qui étaient mieux armées. Il y a, pendant toute la période poutinienne, une relative économie de la vie humaine et une relative intolérance aux pertes, quelles qu'elles soient, civiles ou militaires. C'est la raison pour laquelle le conflit en Syrie ou le conflit en Ukraine à partir de 2014 ont été populaires. C'est que là aussi, ce contrat social minimal avec les Russes, c'était qu'on n'allait pas faire mourir énormément de soldats russes. Et ça, c'était quelque chose, ça accrédite cette idée de ce contrat-là, c'est-à-dire les temps sanglants sont terminés. Et je crois vraiment que les Russes, en raison de leur histoire, qui est une histoire d'une brutalité qu'on a du mal à se représenter, et je pense que ça aussi, ça structure le rapport au pouvoir. Les Russes sont des gens qui savent Vous voulez dire quoi? Que tout peut s'accommoder, qu'on peut s'habituer à finalement un niveau de violence extrêmement élevé, et par comparaison, eh bien, le régime de Poutine serait... Exactement, c'est exactement ce que je veux dire. Et je pense que ça structure les Russes par rapport à la relation au pouvoir, et que le pouvoir de Poutine a été habile pour proposer ça. Il ne proposait pas le stalinisme et des purges sanglantes. C'est ça qu'il proposait. Et les répressions, vous voyez, les répressions sont parfaitement perverses, cyniques, on enferme les gens longtemps. Il n'y a pas beaucoup de morts dans le fond. Il y en a, on s'en souvient, Anna Politkovskaya, Boris Nemtsov, etc., pour les plus connus. Mais il y avait ce contrat-là. Mon interrogation, c'est est-ce qu'on est aujourd'hui à un point de bascule? Et c'était toute la question qui était posée face aux chiffres très élevés des tués, des soldats russes tués. On est pour le moment entre 10 000, peut-être 15 000, enfin les fourchettes sont à peu près celles-là. C'est extrêmement élevé. Les Russes ne voulaient plus connaître ce genre de pertes militaires. C'est la raison pour laquelle, au début du conflit, tout le monde se demandait est-ce que des comités des mères de soldats qu'on a connus précédemment, est-ce que des cercueils plombés qui arriveraient dans les aéroports, est-ce que ça pourrait remettre en cause ce consensus minimal entre la population russe et son chef Vladimir Poutine? On s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Donc il y a peut-être début d'une mutation. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Grosser, sachant effectivement que le stalinisme a été un modèle en matière d'industrialisation de la mort, la famine, les purges, bref, un niveau effectivement de décès, comme le rappelle Antoine Wittkin, qui normalement aurait dû provoquer le refus de cette société-là. Mais alors, est-ce que la terreur explique justement la non-réaction? Est-ce que l'idéologie, puisqu'il y avait une idéologie, peut-être que celle-ci aujourd'hui avec Poutine a été remplacée par une forme de nationalisme ou de haine de l'Occident? Alors, pour ce qui est du passé, pour aller très, très rapidement, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que justement dans les années 70-80, justement où nous, en Occident, d'une certaine façon, on découvrait, entre guillemets, parce qu'on l'avait découvert en fait avant,
le goulag, avec le livre de Solzhenitsyn par exemple, eh bien, à ce moment-là, la répression soviétique n'avait plus rien à voir avec ce qu'elle était dans les années 30. Et quand je dis dans les années 30, ça a duré jusqu'à la mort de Staline. Les libérations des camps, c'est lors de la mort de Staline. Donc on est dans un monde totalement différent, sur lequel on a quand même jeté un voile pudique et sur lequel on ne veut pas s'étendre. Et d'ailleurs, on sait très bien que Poutine a démantelé, pour aller très très vite, l'association mémoriale ou l'a mise pratiquement hors la loi, pour pas qu'on reparle de ce qui s'est passé dans ce moment. Voilà, la page est tournée, on ne doit plus en parler. On est quand même au XXIe siècle, à part quelques cas qui sont liés à des guerres civiles, mais quand même dans des régimes qui font beaucoup moins de morts que ce que nous avons connu au XXe siècle. Alors, je ne sais pas, j'imagine qu'il faut s'en réjouir, même si, évidemment, il ne faut pas se réjouir de toutes les horreurs qui continuent d'exister dans pas mal de pays du monde. Mais on le voit aussi pour le cas chinois, si vous voulez, par rapport à ce qu'a été le maoïsme, par rapport à ce qu'a été le bilan humain du maoïsme. On a aujourd'hui en Chine, finalement, un régime qui est autoritaire, un régime qui contrôle, un régime de plus en plus centralisé depuis 10-15 ans, même avant Xi Jinping, mais ça s'est accéléré avec Xi Jinping. Voilà, on n'a plus des massacres de masse comme on en avait auparavant. C'est quand même un tournant absolument majeur. Je vous coupe quand même, Pierre Grosser. Les chiffres, par exemple, d'incarcération des Ouïghours sont malgré tout vertigineux. On ne sait pas très bien, enfin peut-être le savez-vous, le sort qui leur est réservé, mais on parle de centaines de milliers de détenus. Alors, on n'est pas, encore une fois, je parlais en termes de mort, là on est dans une essai de transformation d'une société et d'identité, qui est quelque chose que historiquement le nationalisme chinois a essayé de faire depuis un moment. Il n'y a pas de nouveauté absolue, mais on n'est pas des répressions de masse ou des famines de masse avec des millions de morts. Je ne suis pas du tout en train, évidemment, de minimiser non, mais bien sûr, mais pour les Ouïghours. Mais je parle, les chiffres ne sont pas du tout les mêmes en termes de morts. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et on n'a plus les régimes qui étaient quand même très très exceptionnels, qui étaient les grands régimes communistes, que ce soit l'Union soviétique et la Chine. Et donc il faut quand même se souvenir de ces chiffres, parce qu'on parle tout le temps d'échec de la dénazification en Allemagne, qu'on a encore un certain nombre de gens qui étaient des bourreaux nazis, qui sont restés dans les appareils, ou des anciens administrateurs. Mais du côté de l'Union soviétique, il ne s'est rien passé. À part ceux qui ont été détruits par Staline lui-même, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc tout ça reste quand même aussi dans les esprits, et on n'a pas fait le vrai deuil de cette période qui est absolument terrible. Pierre Grosser, on se retrouve dans une vingtaine de minutes. Je rappelle le titre de 2 de vos ouvrages. Traité avec le diable, c'est chez Odile Jacob. Et Pourquoi la Seconde Guerre mondiale, c'est aux éditions Archipoche. Antoine Wittkin, votre documentaire La vengeance de Poutine, diffusé dimanche dernier, et il est disponible en replay sur le site de France Télé pendant encore 2 mois. Il est 8h sur France Culture. L'on continue de s'interroger sur les raisons qui font que les dictateurs se maintiennent au pouvoir. Nous sommes en duplex avec Pierre Grosser. On vous doit notamment Traiter avec le diable aux éditions Odile Jacob et Pourquoi la Seconde Guerre mondiale aux éditions Archipoche. Le réalisateur de documentaires Antoine Wittkin, votre vengeance de Poutine est disponible en replay pendant encore 2 mois sur le site de France Télévisions. Antoine Wittkin, les mesures prises contre Vladimir Poutine, mesures donc visant les oligarques, visant également le pays en tant que tel, et notamment la Banque centrale, l'économie russe, ces mesures sont-elles à même de faire vaciller le pouvoir de Vladimir Poutine ? Alors, il faut rappeler que ces mesures ont un objectif qui n'est pas de faire chuter Vladimir Poutine, et ça a été l'objet de cette passe d'armes assez intéressante ce week-end avec Joe Biden expliquant qu'il doit partir. Non pas cet objectif-là, elle vise à empêcher la Russie de continuer son agression et sa guerre en Ukraine. Et c'est la raison pour laquelle la première partie des mesures qui ont été prises consiste à armer les Ukrainiens, ce qui paraît effectivement assez logique, et deuxièmement, à imposer des sanctions visant à la fois à punir,
pour l'agression, une forme de punition pure et simple, et espère-t-on à affecter suffisamment l'économie russe pour empêcher la Russie d'agir. D'un point de vue, si on regarde ça à court et moyen terme, pour ce qui concerne les sanctions, on voit mal comment ça empêcherait la Russie pour le moment de continuer sa guerre. Ça ne l'empêche pas, elle a suffisamment de réserves. Elle va finir par avoir des problèmes de... Mais ça, c'est lié à la situation militaire d'ailleurs, d'armement, de manque de munitions, de choses comme ça. Mais en tout cas, elle aura toujours les moyens d'en racheter si on lui en vend, et elle se tourne notamment vers la Chine pour cela. L'armement des Ukrainiens, ça semble relativement efficace, même si on a du mal à faire à ce stade la part des choses entre ce qui relève de la motivation extrêmement forte et des moyens et de la préparation de l'Ukraine, puisque l'Ukraine a été quand même préparée notamment par les États-Unis et l'Angleterre à une attaque russe, et ce qui relève de ces armements en surcroît. Mais ça pose, vous avez raison, une question plus large. Comment fait-on chuter un dictateur ? Ce qu'il faut relever, c'est que les dictateurs ont tendance à mourir de leur belle mort ou un peu plus rarement à l'issue d'un conflit total qui a complètement qui est devenu hors de contrôle. On pense évidemment à Hitler ou à Mussolini. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai quasiment aucun exemple de dictateur qui chute après des sanctions imposées de l'extérieur. Ça a même plutôt tendance à renforcer, à souder autour du dictateur la population. Dans le cas russe, c'est intéressant parce que le corollaire à ce que je disais avant la pause, c'est-à-dire ce contrat social avec les Russes, je vous protège, ce corollaire et même l'extension idéologique de cette logique-là, c'est de poser la Russie comme une citadelle assiégée. Et donc, lorsque vous êtes sanctionné, ça vient confirmer le discours du pouvoir qui, matin, midi et soir, dans sa propagande à la télévision, voire dans les manuels scolaires, explique aux Russes, vous êtes une citadelle assiégée. Donc, les sanctions sont... Alors, on pourrait peut-être dire, Antoine Vitkine, que le régime, justement, si on prend le régime russe ou plutôt le régime soviétique, par exemple, il y avait le fait que Khrouchtchev a été déposé au profit, alors j'allais dire pire, on peut en discuter, mais au profit de Brejnev qui, disons, était loin de poursuivre la même voie libérale. Donc le régime peut choisir un successeur pour différentes raisons. Alors là, en l'occurrence, pour Khrouchtchev, parce qu'on considérait que l'orthodoxie serait mieux défendue par Brejnev. Ces régimes sont des machines à se survivre. Les dictatures sont des systèmes qui ont un objectif et un seul, c'est garder le pouvoir. Et les dictateurs et ceux qui profitent de la dictature savent très bien que, dans le fond, ils sont venus là souvent par la violence, ils peuvent partir par la violence. Donc, ce sont des machines à se survivre. Et donc, alors effectivement, dans le cas soviétique, on se survit à l'intérieur du système. Pour poursuivre la réflexion, est-ce qu'on a des dictatures qui chutent par des aventures militaires extérieures? Il y a quelques exemples quand même. On pense à Salazar, par exemple, un des cas où, effectivement, aventure extérieure. Je pense que dans la tête de Vladimir Poutine, il pense également à un autre exemple qui le concerne de très près, qui est l'Union soviétique et son aventure militaire afghane. Ça n'est pas pour cela que l'Union soviétique s'est effondrée, c'est pour bien d'autres choses, et à commencer par la faillite interne du système, sa faillite politique, plus personne n'y croyait, sa faillite économique, mais aussi effectivement l'Afghanistan, l'échec en Afghanistan a sans doute accéléré par différents biais la chute de l'Union soviétique. Donc, effectivement, ça peut arriver. Et puis, il reste un dernier cadre, mais on n'est absolument pas dans celui-là, qui est l'intervention extérieure. Des gens comme Pol Pot chutent parce que l'armée vietnamienne, dans ce cas-là, entre au Cambodge et fait chuter Pol Pot. Justement, Pierre Grosser, c'est un bon exemple, Pol Pot, parce que c'est probablement la forme pure de la dictature avec un régime absolument cauchemardesque qui n'a rien à promettre sinon la mort et la famine à son peuple, et un régime qui tient donc jusqu'à l'intervention extérieure. Alors, on ne peut pas faire d'histoire contrefactuelle, on ne sait pas ce qui se serait passé si il n'y avait pas eu la guerre d'intervention extérieure, mais
cela pose une question sur la manière dont ces régimes se perpétuent, y compris en absence de toute promesse. Je pense qu'il faut pas exagérer l'absence de toute promesse. Effectivement, vous avez eu des choses absolument épouvantables qui se sont passées et on se pose encore énormément de questions sur la logique de ce régime cambodgien. Mais il y a un certain nombre de gens qui ont cru, notamment évidemment dans ces élites intellectuello-politiques. Et il y avait un projet, il y avait une vision, et même peut-être il y en avait trop. Refaire encore, arriver au communisme plus rapidement que les Vietnamiens, les Chinois et les Soviétiques, etc. etc. Donc il faut toujours se méfier de l'idée Il y avait cette qu'il y a promesse. la force pure. Vous avez raison d'insister sur le fait qu'il y avait une idéologie et donc, bien entendu, une forme de religion séculière, comme diraient certains. Mais enfin, assez rapidement, j'imagine que ces élites cambodgiennes se sont rendues compte que le chemin emprunté était assez éloigné de cette promesse et de cette utopie initiale, non ? Absolument, mais vous savez, dans ces cas-là, par rapport au rêve, vous avez une réalité qui est différente, et on l'a vu dans, hélas, beaucoup de régimes, c'est forcément la faute de contre-révolutionnaires. Et donc, il faut persévérer et lutter contre les ennemis intérieurs et extérieurs, ce qui, évidemment, rajoute de la terreur à la terreur. Mais je voudrais rebondir sur ce qui a été très bien dit, hein, sur la question des sanctions. A priori, effectivement, les sanctions n'ont pas pour but de faire tomber le régime, mais je pense qu'on a ça quand même derrière la tête. Il ne faut pas se voiler la face. On sait très bien que ça n'a pas marché pour Cuba, on sait que ça n'a pas marché pour l'Iran, pour la Corée du Nord, etc. Ça a quand même marché un peu pour le Soudan. 2019, hein, la chute d'Al-Béchir. Mais surtout, l'idée, c'est que finalement, il y a des gens raisonnables, il y a des gens qui ont des intérêts à continuer à avoir des relations avec l'Occident, de voyager avec l'Occident, de finalement mettre leurs enfants dans les bonnes écoles en Suisse, en Angleterre ou ailleurs, etc. Donc, je pense qu'on imagine quand même un peu, d'une certaine façon, des formes de révolution de palais ou d'élite. Ce qui aujourd'hui, dans les analyses des coups d'État africains, sont souvent mis en valeur, c'est-à-dire d'autres segments de l'élite qui voient que leurs intérêts ne sont plus défendus par le dictateur et donc qui changent de casaque. Pour ce qui est effectivement de l'Afghanistan, qui a été plus révélateur d'échéance, des difficultés de l'Union soviétique, que ça en a accéléré la chute. Je crois que là aussi, tout le monde a ça dans la tête. On l'a en Russie, on l'a en Occident, on l'a en Chine aussi, parce qu'évidemment, tout ça, c'est pas si vieux. Et puis, on a aussi un autre exemple, hein, finalement, entre guillemets, défaite militaire qui amène un changement, non pas de régime, mais en tout cas de dictateur, c'est la crise de Cuba. Parce qu'une des raisons, elles sont assez nombreuses, de la chute de Khrouchtchev et de l'avènement de Brejnev, dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est parce qu'il a été obligé quand même de reculer pendant la crise de Cuba. La dernière chose, hein, puisqu'on a évoqué effectivement l'intervention militaire, je crois qu'une des références quand même que nous avons dans la tête, et c'est très difficile d'en sortir, c'est la capitulation inconditionnelle qui a été demandée par Roosevelt à Casablanca au début 1943, c'est-à-dire l'idée que tant qu'il y aurait des régimes comme le régime nazi, comme le régime fasciste, comme le régime japonais, il ne pourrait jamais y avoir la paix. Il ne peut jamais y avoir la paix. Et c'est pour ça qu'on a voulu éradiquer le régime irakien en fonction de ce modèle. Alors, en fait, on a fait des compromis. On a fait des compromis avec l'Italie en juillet 1943, avec la monarchie. On a fait un compromis puisqu'on a gardé l'empereur au Japon, qui n'est mort qu'en 1989. Mais je crois que l'idée que finalement, il ne peut y avoir de sécurité et pour la population à l'intérieur et pour la population à l'extérieur, j'allais dire les voisins, etc., qu'avec la chute d'un régime, c'est quelque chose qui reste. Et je crois que ça a été une des raisons pour lesquelles on a voulu éliminer Kadhafi. On a poussé le plus loin ce raisonnement que tant que Kadhafi serait vivant, ça poserait un problème à l'intérieur, à l'extérieur. Mais alors, Pierre Grosser, une question quand même sur la sociologie du régime russe, le fait de frapper les oligarques. Bon, alors, il y a une part de Schadenfreude, on voit leur yacht saisi, on voit ces gens très riches voir leur villa à Londres occupée. Tout cela peut nous réjouir, nous faire plaisir, mais au fond, est-ce que ces individus ont intérêt à un régime change, un changement de régime? Est-ce que vous pensez qu'ils ont le moindre pouvoir pour agir sur Vladimir Poutine?
Alors d'abord, il faut bien voir que malgré un certain nombre d'études, c'est très difficile de voir exactement comment fonctionnent les réseaux du Kremlin. Et quand je dis les réseaux, c'est aussi des relations personnelles, familiales, financières. Alors il y a des choses qu'on connaît un peu, mais c'est très difficile de connaître dans les détails. Je crois que ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que dans les années 90, on avait quand même des oligarques, comme ça a été rappelé tout à l'heure, qui entre eux étaient rivaux, parfois s'entretuaient. Enfin bon, c'était un peu effectivement ce Far West. Et que l'arrivée de Poutine, ça a été un peu d'avoir une espèce d'arbitre dans tout cela, hein, qui effectivement punit, distribue, etc. Et donc, voilà, il y a des liens qui sont assez forts. Il y a d'abord des distributions qui ont été faites et des emplois qui ont été pris et des cagnottes sur lesquelles certains se sont appuyés. C'est difficile de s'en défaire. Et toute la question, et c'est aussi quand même des questions qu'il faut se poser, c'est je suis désolé de refaire un rapport avec Hitler, et c'est évidemment pas du tout la même chose, mais d'une certaine façon, on a été dans les années 90 dans une situation très très difficile en Russie. Ah, je pense qu'il y a... Collé au dictateur le plus longtemps possible. Petite coupure. Finalement, avec Hitler... oui, excusez-moi. Donc, je veux dire, est-ce que finalement, ça va pas être d'une certaine façon, sans faire la même comparaison qu'avec 1945, mais on a le souvenir des années 20 en Allemagne, on a été humilié. Et donc, si on colle à Hitler jusqu'au dernier moment, c'est parce qu'on ne veut pas revivre, se retrouver en dépendance. Et là, est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de gens dans l'entourage de Poutine ou aussi dans la population qui ne veut pas revivre les années 90, qui ont été décrites tout à l'heure, et qui sont devenus d'une certaine façon le repoussoir? Et oui, et avec la question, et là aussi, il faut se mettre à la place des Russes, ou en tout cas d'une opinion publique russe, la question de l'humiliation, de la manière dont celle-ci est perçue, la question de l'Occident aussi comme repoussoir, Antoine Wittkin. Oui, absolument. Alors le sentiment d'humiliation, il faut toujours effectivement associer l'humiliation au sentiment. C'est un sentiment, alors il est brandi par Poutine lui-même assez souvent. Il correspond effectivement à un sentiment intériorisé de l'humiliation qui est d'abord la faillite de l'Union soviétique, l'incapacité ensuite à mettre en œuvre un pays qui fonctionne, bien plus qu'une volonté occidentale, comme Poutine le dit. Au contraire, les Occidentaux ont pris grand soin de ne pas humilier la Russie. Il y a quelques années, j'avais réalisé un autre documentaire sur la fin de la guerre froide et je me souviens que, y compris des années plus tard dans ce documentaire, les différents intervenants, alors c'était George Shultz, ancien secrétaire d'État, ou Jack Matlock, ancien ambassadeur américain à Moscou, prenaient grand soin à ne pas dire que l'Occident avait gagné la guerre froide. Alors qu'ils auraient pu le dire. C'est un peu ce qui s'est passé. Tout de même, en tout cas, le système démocratique libéral occidental a triomphé du système soviétique. Et je crois que ce malentendu n'est pas pour rien dans la situation dans laquelle on se trouve. C'est pas tout, mais ce n'est pas pour rien. Pour répondre également à votre question sur est-ce que les oligarques... Est-ce qu'on peut assister à quelque chose qui serait de l'ordre intérieur, puisque effectivement Pierre Grosser l'a parfaitement dit, et vous l'avez dit, c'est ce qu'on a en tête, évidemment, on l'a eu en tête le premier jour, en se disant, d'ailleurs avec notre rationalité occidentale, il y a plein de gens qui n'y ont pas intérêt, ça va, et puis les Russes vont réagir. Les oligarques sont tenus par le pouvoir, bien plus qu'ils tiennent le pouvoir comme dans les années 90, donc je pense que cette question ne se pose pas vraiment. Le pouvoir sait comment éliminer ceux qui s'opposent à lui. Et pour le moment, ce à quoi on assiste, encore une fois, c'est tôt, l'histoire est longue, les sanctions économiques vont produire certainement un effet, même si je suis assez pessimiste sur la capacité de ces sanctions, encore une fois, à faire chuter le régime. Ce à quoi on assiste, c'est quasiment l'inverse pour le moment. Et d'ailleurs, tous ceux à qui je parlais à Moscou, juste après le début de l'agression de l'Ukraine, ont réagi en disant ça, on va avoir une vague de répression comme jamais. C'est ce qui se passe. Ça veut dire qu'on fait taire les voix discordantes, y compris les médias en ce moment. On fait fuir les classes sociales qui pourraient s'opposer ou qui s'opposent. Et on parle quand même de plusieurs dizaines de milliers. Et je pense que c'est une sous-estimation. Je pense qu'on est bien au-delà de Russes qui partent, qui fuient, comme ils le disent eux-mêmes, leur pays. Et on est également dans le cadre
par une propagande, parce qu'il ne faut pas quand même oublier qu'une dictature, a fortiori une dictature comme celle de Poutine, c'est une décennie, voire 2 décennies de propagande, de construction d'un monde parallèle dans lequel les Russes sont enfermés. Et ce à quoi donc on assiste, c'est plutôt à une population qui se soude autour de la guerre menée par Vladimir Poutine. On a vu ces images dans le stade à côté de Moscou il y a quelques jours. Il y a également des sondages qui le montrent, notamment l'Institut Levada, qui est un institut sérieux. Alors, c'est compliqué, les sondages, évidemment, en Russie. Les gens sont évidemment pas forcément libres dans leur tête de répondre, mais ce sondage tendait à montrer que les 2 tiers des Russes approuvaient peu ou prou la guerre. Donc voilà, on est loin, je crois, d'une mutation intérieure. Mais je peux totalement me tromper et être démenti, et ce serait une très heureuse surprise. Ce qui est aussi une manière de rappeler, Pierre Grosser, que les dictatures, alors peut-être pas toutes les dictatures, je ne sais pas ce qu'il en était au Cambodge, mais en tout cas Hitler, c'est certain, se souciait de son opinion publique, reculait sur certaines choses, alors en particulier le génocide des personnes handicapées mentales a été stoppé parce que les Allemands le refusaient, et ce qui donne aussi la possibilité de voir que un peuple, même sous le joug de la pire terreur, a parfois une marge de manœuvre pour résister. Oui, alors c'est toujours difficile de parler de un peuple, parce que évidemment, ça n'a pas eu des manifestations effectivement contre le programme T4 avec des centaines de millions d'Allemands qui descendaient dans les rues. Non, il faut faire toujours très attention à cette idée qu'on a un dictateur tout seul dans son palais et avec à côté des populations qui sont complètement soumises. Toutes les études qui sont faites montrent justement qu'une des perversités, notamment des dictatures au XXIe siècle, plus je pense que dans celle du XXe siècle, c'est justement d'une certaine façon d'associer d'une certaine façon des populations pour les questions de sécurité, pour évidemment, on l'a vu, pour les questions d'emploi, etc., etc. Et donc finalement, sauf une catastrophe majeure, on pense à la révolution de 17 en Russie, les mouvements populaires sont quand même relativement rares, et quand ils existent, s'il n'y a pas ce basculement des élites dont on a déjà parlé, notamment bien entendu des élites militaires, et il n'y a pas de tradition de coup d'État militaire en Russie, eh bien on n'arrive nulle part. Donc si vous voulez, je pense qu'une révolution pure de population dans la rue sans basculement des militaires. D'ailleurs, même quand on regarde le cas égyptien ou ailleurs, les militaires semblent basculer un peu, mais reviennent au pouvoir ensuite par la fenêtre assez rapidement. Donc, ça n'est pas une issue. Ce qui est possible, en revanche, c'est qu'il y ait une réaction de l'opinion publique. Et là, si on reste dans le bloc soviétique, l'ex-bloc soviétique, c'est par exemple ce à quoi on a assisté en Pologne. Et on a vu à un moment le désir de liberté être plus fort que la peur du régime. Oui, mais une partie quand même de ce qui s'est passé en Pologne, en Hongrie ou ailleurs, c'était d'une part qu'on voulait se débarrasser de l'Union soviétique, donc on était dans une situation, j'allais dire, anticoloniale, en caricaturant les choses, mais pas tant que ça quand même. Anti-impérialiste en tout cas. Et puis, anti-impérialisme, enfin bon, on a senti quand même des formes quasiment anticoloniales. Et d'autre part, ce qui est très important, c'était qu'on avait l'impression que le régime communiste ne fonctionnait plus, notamment dans ses aspects économiques, qu'il y avait une austérité qui était considérable parce que les pays étaient endettés, hein, c'était le cas de la Hongrie, de la Pologne, etc. Et que donc, il y a une élite, là encore une fois une élite, qui était fascinée par le néolibéralisme, par le capitalisme, en pensant que c'est ça qui allait revitaliser finalement les sociétés. Et là, je suis pas sûr qu'on soit dans cette situation-là. Je vous coupe, Pierre Grosser, une élite, Solidarność, que je crois qu'au sommet, il y avait 10 millions d'adhérents. C'était plus qu'une élite. Non, mais l'élite de Solidarność, il y en a un certain nombre d'ailleurs qui ont été assez proches de tous les missionnaires néolibéraux qui sont venus transformer la Pologne et qui étaient aussi pour des raisons de liberté individuelle. Hein. La liberté politique, la liberté économique étaient en partie associées, comme d'ailleurs en partie dans la Nouvelle Gauche, etc. Eh bien, il y a eu aussi cette fascination pour l'Occident qui donnait les moyens d'être dynamique et libre en même temps. Anthony. Et là, étant donné ce qui s'est passé dans les années 90, ça me semble plus compliqué.
Oui, c'est très important, effectivement, l'Europe de l'Est. Finalement, on se demandait tout à l'heure ce que l'Occident pouvait faire pour contribuer à la chute d'une dictature comme celle de Poutine, par exemple. Effectivement, la question du modèle à proposer est effectivement clé. En fait, ce que nous pouvons offrir, c'est l'exemple de ce que nous sommes. Ça suppose d'en être conscient, d'en être fier éventuellement. Est-ce que ça fait envie aux Russes? Et on comprend la raison pour laquelle Poutine, son régime et sa propagande tentent par tous les moyens de fracturer, de diviser, voire de présenter aux Russes et au monde l'image de démocratie occidentale en faillite. Je pense que en faillite décadente, s'il le fait, c'est, je crois, qu'il a conscience que nous sommes un modèle pour la Russie, un modèle potentiel pour la Russie. Ça, j'y crois profondément. C'est la raison pour laquelle il lui faut à tout prix s'ingérer dans des élections, ordonner à ses médias d'État de montrer des spectacles de déchirement dans les démocraties occidentales. C'est ça que nous avons à offrir. Et je crois que les Russes en sont bien conscients. Les Russes savent bien qu'ailleurs, on vit mieux et en paix. Et donc, effectivement, c'est ce qui peut rendre quand même peut-être un peu moins pessimiste que la discussion qu'on a eue ce matin pourrait laisser penser. Un mot de conclusion, Pierre Grosser? Le mot de conclusion, c'est si on fait un peu un paysage, si on regarde le paysage un peu global, ce qui est quand même inquiétant, c'est justement que malgré les efforts du président américain pour relancer une espèce d'alliance des démocraties qu'aimait bien justement Madeleine Albright, qui vient de mourir. Son dernier article dans Foreign Affairs, c'était pour relancer ça. On a quand même l'impression, effectivement, de démocratie un peu sur la défensive. Le spectacle de ce qui se passe aux États-Unis est évidemment quelque chose qui est absolument dramatique, et pas qu'aux États-Unis, mais notamment aux États-Unis, est quand même quelque chose d'assez dramatique. Et je crois que ce qui est assez fascinant quand même dans l'ambiance générale, c'est l'impression que ces régimes autoritaires sont de plus en plus nombreux, sont en partie solidaires. Ça ne veut pas dire qu'il y a, ont le bras de plus en plus long. Hein, ça a été rappelé que justement ils peuvent essayer de déstabiliser. Et ils jouent aussi sur nos problèmes, parce que nous avons des problèmes dans nos démocraties. Et donc on est évidemment dans une atmosphère totalement différente de celle des années 80. Il faut bien voir que là, le moment où on a pensé la transition démocratique, l'expansion de la démocratie, etc., c'est seulement dans les années 80. Et ça a été une espèce de parenthèse, me semble-t-il, entre les années 80 et les années 2000, avec un peu les révolutions de couleur qui ont relancé le processus, mais qui ont fait peur au régime autoritaire. Merci. Pierre Grosser, Traité avec le diable aux éditions Odile Jacob. Pourquoi la Seconde Guerre mondiale? Point d'interrogation chez Archipoche, Antoine Wittkin. On peut voir et revoir votre documentaire Augmenter la vengeance de Poutine sur le site de vidéos à la demande de France Télévisions. Et puis aussi retrouver Mein Kampf, Histoire d'un livre, c'est chez Flammarion et c'est trouvable en version de poche.